السلام عليكم. عندما يلتقي الجاهل بالأمي أو الجاهل والأمي فانتظر الكارثة. هذا الشيء اللي وقع لهاد الجزائريين هادو. كيفاش يعطيهم خاطرهم يقول لك بأن فرنسا هي اللي كتحامل عليهم، فرنسا هي اللي ظالمة، وفرنسا هي اللي، بينما هذوك الناس ديالهم اللي في فرنسا كيقول لك بأنهما جنود نائمون، يعني تحت التصرف ديال الكبرانات. وبلا ما يقول لك شي واحد تيكذبوا علينا ولا تيديروا علينا ولا كيعاودوا علينا. هذه قناة جزائرية أرصدتها الصحافة الفرنسوية، عرت على باقي حتى القضية، باقي القضية سخونة وهما كيزيدوا فيه. على كل حال غادي نخليكم تسمعوا هذا المقطع هذا ونرجع لكم. Un extrait de la télévision algérienne qui a été enregistré ce week-end par notre confrère Laurent Tessier. La chaîne, c'est Canal Algérie 2 qui parle de cette affaire des influenceurs algériens. On en écoute un extrait. Nous avons contacté ce soir ce qu'on appelle des influenceurs franco-algériens sur les réseaux sociaux, et ils sont une sorte d'ambassadeurs numériques. Nous, Algériens, nous suivons notre gouvernement et nous suivons notre président dans ses prises de position. Voilà, des ambassadeurs numériques, dit la présentatrice, qui suivent le gouvernement algérien, dit cet influenceur. On a fait quand même plus un... انتم سمعتوا بودنيكم بان هذوك الناس ديالهم اللي هما تابعين لداك الشيء اللي كيقرروا الرئيس ديالهم، والرئيس ديالهم راكم عارفين شنو هو. ما عنده غير التحريض، ما عنده غير التحريض. الا ما حرض الناس ديالو ضد المغرب كيحرضهم ضد دوله واحده اخرى. والنتيجه شنو كتعطي هذا الشيء اللي غتسمعوا في هذا الفيديو الاخر. سمعوا. Bonjour et bienvenue sur RTL, Sarah Knafo. Merci à vous, bonjour Thomas Soto. Un aller-retour qui fait parler. Hier, Doualem, qui est un influenceur algérien de 59 ans, qui avait été expulsé vers son pays, a été renvoyé en France dans la soirée, le tout dans la même journée, retour à la case départ et en centre de rétention administratif, parce que l'Algérie l'a interdit de territoire. On fait quoi maintenant ? C'est très simple, on fait ce qu'on aurait dû faire depuis maintenant des années. C'est-à-dire divorcer pour de bon avec l'Algérie. On est dans une situation où on a donné l'indépendance à l'Algérie en 1962. Donc c'était prétendument le divorce, mais le problème c'est qu'on a eu la garde des enfants, qu'on a continué de payer une pension alimentaire et qu'on a même aujourd'hui les violences conjugales. Donc on fait ce qu'on aurait dû faire, c'est-à-dire la fermeté. Fin de la naïveté. Mais là, quand l'Algérie dit dans ce cas précis, il est interdit de territoire chez nous, on n'en veut pas. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que vous auriez fait si vous étiez au pouvoir ? Qu'est-ce qu'on fait ? On utilise les moyens de pression énormes qu'on a vis-à-vis de l'Algérie. Monsieur Langlais doit connaître ces chiffres. En 5 ans, on a donné 842 millions d'euros à l'Algérie. Et ce qu'on peut se dire, à présent, on n'arrête plus un centime à ce pays qui, par ailleurs, ne reprend pas des individus qui sont des bombes sur pattes, qui ne nous donnent jamais les laissez-passer consulaires, qui nous insultent à longueur de conférences de presse. Et je le dis même à titre personnel, puisque j'ai été insulté par le président, Monsieur Tebboune, lorsque j'ai donné ce chiffre de l'aide publique au développement. J'ai subi des menaces de mort de la part des Algériens. Il faut commencer à se dire que cet État n'est plus un ami, qu'on ne lui doit plus rien. Donc on assume la rupture avec l'Algérie. Pour le dédommager, absolument. Vous savez qu'on a quand même une coopération sécuritaire et militaire avec l'Algérie pour la lutte contre le terrorisme. En termes sécuritaires et militaires, je pense que l'Algérie est beaucoup plus dangereuse que ce qu'elle nous apporte en termes de coopération. Je pense qu'on ne reconstruira rien de sain si on n'admet pas une rupture pour commencer. C'est ce qu'il faut faire. Après, tous les Algériens ne sont pas des bombes sur pattes, comme vous dites. Je ne parle pas de tous les Algériens, je parle de ce monsieur qui a été expulsé. D'ailleurs, monsieur Retailleau a eu raison de vouloir l'expulser. Et évidemment, oui, mais ça prouve qu'entre le vouloir et le faire, c'est compliqué. Des bombes sur pattes. Et d'ailleurs, un exemple, au moins on aura cité son nom aujourd'hui, monsieur Boualem Sansal, qui lui est un grand intellectuel, il est d'ailleurs algérien, et qui est dans les geôles algériennes, parce que cette dictature a décidé d'enfermer un intellectuel, d'ailleurs de nationalité française. Et ça aussi, c'est une provocation. Alors vous aussi, vous allez faire un aller-retour, mais aux États-Unis dans quelques jours, puisque vous avez été invité avec Éric Zemmour à l'investiture de Donald Trump à Washington. Ce sera le 20 janvier. C'est Trump en personne qui a décroché son téléphone et qui a dit « Sarah, venez nous voir » ou pas ? Non, c'est son administration. Mais la dernière fois qu'il a décroché son téléphone pour appeler chez Reconquête, c'était en 2022. Puisque Éric Zemmour et lui ont eu un entretien en 2022. Entretien d'ailleurs très intéressant, puisque c'était un moment où tout le monde enterrait Trump. Tout le monde pensait qu'il était fini. Vous vous souvenez, le monde, la classe internationale l'enterrait, les journalistes, etc. Et il lui a dit « Ne reculez jamais. Moi, j'ai une stratégie. Je continue, je vais tout droit. Je ne me soucie pas de ce que pense Hollywood, de ce que pensent les rappeurs, de ce que pensent les journalistes. Je dis ce que j'ai à dire aux Américains et ça marchera. » Pour vous, c'est le modèle à suivre, Donald Trump ?
J'aime toujours regarder les gens qui gagnent. Là, il a fait un retour en politique qui a été admiré de tous. D'ailleurs, on voit les regards, y compris de la classe politique française, quand il est venu à Notre-Dame. On voit l'admiration qui pouvait se lire dans leurs yeux. Donc, je regarde les recettes du succès. Il fascine, ça ne veut pas dire que tout le monde l'admire. Entre fascination et admiration, c'est pas tout à fait la même chose. La manière dont il est revenu en politique a été admirée par tout le monde, y compris ses adversaires politiques. Et j'aime beaucoup regarder ce qui marche ailleurs. Il a raison de prendre rendez-vous avec Vladimir Poutine, là, comme ce qui est en train de se préparer visiblement. Même Zelensky a dit que c'était une bonne idée, qu'il fallait renouer un dialogue, qu'il fallait de toute façon un jour se reparler pour la paix. Donc je pense que c'est pas à moi de dire que Zelensky a tort sur cette question. Les Américains ont élu Trump et visiblement pour le même prix, ils ont aussi eu Elon Musk. Est-ce que vous faites partie, Sarah Knafo, de ceux qui ont peur de la place de plus en plus grande prise par le milliardaire Elon Musk dans l'ombre de Trump ? Pour faire un lien avec notre conversation du début, je remarque que la diplomatie française, notamment notre ministre des Affaires étrangères, a des mots plus durs contre Elon Musk que contre l'Algérie. Ouais. Et ça, je trouve ça absolument frappant. C'est quand même deux sujets qui ont, là, pour le coup, pas grand-chose à voir. Mais... ça a grand-chose à voir, puisque c'est dans toutes ces interviews, on l'entend qu'il doit commenter l'Algérie, puis commenter Elon Musk. Et quand il doit commenter les affaires d'Elon Musk, souvent, il trouve un ton très ferme, et pas sur l'Algérie, malheureusement. Alors, sur Elon Musk, moi, j'entends beaucoup parler... d'ingérence. C'est un mot qu'on utilise désormais à tort et à travers, puisque là, on ne parle pas d'ingérence qatari, d'ingérence algérienne, de financement caché. On parle de tweets. On parle d'un homme... Pas que ça. Vous avez entendu peut-être dans le journal de 7h30 qu'il s'est entretenu publiquement donc avec Alice Weidel, la patronne de l'AfD, le parti d'extrême droite. Sur Twitter. Donc, on parle d'un homme qui dit, voilà, tel parti je l'aime bien, tel parti je pense qu'il serait bien pour l'Allemagne. Ça vous gêne pas, ça ? Alors moi, je me souviens, je vais vous répondre, de Barack Obama, qui soutenait Emmanuel Macron pour sa campagne en 2017. Et je me souviens d'Emmanuel Macron qui disait « Je suis ravi d'être soutenu par Barack Obama parce qu'on partage les mêmes espoirs, parce qu'on a suscité les mêmes espoirs chez nos peuples différents. » Moi, je penserais exactement la même chose pour Elon Musk et Donald Trump. Ce qui m'intéresse, c'est le peuple qu'on a... Sarah Knafo, vous qui êtes nationaliste, patriote, souverainiste revendiqué, ça vous gêne pas de voir des leaders étrangers venir faire ingérence et dire peut-être demain aux Français, là aux Britanniques, aux Allemands, tiens, il faut voter ça, il faut pas faire ça, et intervenir directement dans les élections. Ce qui s'est passé hier soir, ça va au-delà du petit coup de fil de Barack Obama. Salut Manu, je te soutiens. Ah bon ? Quand même. C'est qu'un ancien président des États-Unis. Quand il valide les propos. Alors je me souviens, je vous réponds en deux mots. J'ai compris votre question. Quand Obama a soutenu Emmanuel Macron, j'ai lu le traitement d'RTL, ça m'a intéressé, et vous disiez c'est un formidable atout dans la manche d'Emmanuel Macron. J'ai pas vu le mot ingérence. Moi, ce qui me dérange quand on parle d'ingérence, c'est qu'au fond, il y a un peu un manque de confiance dans le peuple. On se dit, le peuple, c'est une masse d'imbéciles qui va voir 3 tweets de Elon Musk, qui va écouter un space sur Twitter, et qui soudain va se dire maintenant je sais pour qui voter. Moi, j'ai confiance dans la démocratie, j'ai confiance dans le peuple français. Je pense que une fois qu'on dit ingérence, ça signifie censure. Ça signifie même, pourquoi pas, demain, fermeture du réseau Twitter. On entend Jean-Noël Barrot qui, à mon avis, est plutôt Jean-Fidel Castro, vu la pente qu'il est en train de prendre, la pente liberticide qu'il est en train de prendre. C'est gravissime. Vous êtes pour la liberté d'expression sans limite ? Je suis pour la liberté d'expression sans limite, avec non-appel à la violence et non-diffamation. Et pour le reste... Vous voulez pardon, mais c'est important ce que vous dites. Vous voulez pas du cadre de la loi qui t'a laissé passer des propos racistes, antisémites, homophobes, tout ce qui est aujourd'hui encadré et réprimé par la loi, ça vous dites non, laissons les choses se réguler toutes seules, ce qui est la position de Musk. Oui, et la position des États-Unis, et historiquement... Et qui est la vôtre ou pas ? Tout à fait. Je pense qu'il faut se faire confiance et dire que l'existence de propos choquants, ce n'est pas ce qui crée les opinions. Le racisme ne disparaît pas quand on interdit leur expression. Donc je pense qu'il faut faire confiance aux gens. Moi, c'est ce que je fais. Si on se dit qu'il faut interdire Elon Musk parce qu'on a peur qu'il soit trop convaincant, c'est qu'on n'a plus confiance dans la démocratie. Et ce ne sera jamais mon cas. Et quand Elon Musk valide les propos d'Alice Weidel hier soir, qui explique qu'Hitler n'était pas un leader d'extrême droite, que c'est une construction des médias de l'après-guerre, on est quand même loin de la vérité historique, là, non ? Parce qu'il n'y a pas socialiste dans le national-socialiste ? Le national-socialisme, c'est pas du socialisme. Si ? C'est pas du socialisme. Ou c'est un lien avec le Parti socialiste d'aujourd'hui ? Non, c'est un lien avec le socialisme, comme son nom l'indique. Le national-socialisme, les deux mots sont quand même indissociables. Aujourd'hui, quand on dit extrême droite, ça veut dire rejetable. Oui, alors on peut dire ils sont d'extrême droite si on veut dire qu'il faut le rejeter, évidemment. Et je pense que ce qu'elle voulait dire, c'est qu'il y avait du socialisme là-dedans. Vous êtes d'accord sur sa vision d'Hitler, d'Alice Weidel Pas du tout. Écoutez, là, moi, je suis pas du tout venue pour parler de ça. Absolument pas. Ce que je vous dis, c'est que dès qu'on utilise le mot ingérence, on s'autorise à toute forme de menace liberticide. Ça commence par censurer des propos sur les réseaux sociaux, ça continue en annulant des élections, c'est ce qu'on vient de voir à l'est de l'Europe, et ensuite, c'est même demain, supprimer un réseau social, ce qui là, pour le coup, est un scandale liberticide. Et pour l'instant, il n'est pas du tout supprimé. Demain samedi seront célébrés dans la
plus stricte intimité familiale, les obsèques de Jean-Marie Le Pen, Sarah Knafo. Et puis il y aura une cérémonie d'hommage ouverte au public cette fois, ce sera le 16 janvier à l'église Notre-Dame du Val-de-Grâce à Paris. Est-ce que vous assisterez à cet hommage? Personnellement, je serai à Bruxelles, mais Éric Zemmour y sera. Quel est l'héritier politique de Jean-Marie Le Pen en France aujourd'hui? C'est vous, c'est Éric Zemmour ou c'est Marine Le Pen? Je pense qu'il n'a pas vraiment d'héritier sur ce qu'il a dit, c'est-à-dire sur les dangers sur lesquels il a alerté dans les années 80. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup en sont conscients, qu'on a perdu beaucoup de temps à ne pas l'écouter, parce que ses provocations ont servi d'alibi pour oublier ses prophéties. Il a fait partie des premiers à un moment où dire ce qu'il disait était malheureusement inaudible. Peu de gens l'ont cru, et je pense qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a perdu du temps. Donc vous dites merci pour la moitié de l'œuvre et dommage pour l'autre partie, c'est ça? Ouais, je pense qu'on retiendra la deuxième partie. ايوا هادشي اللي كاين يبان لك رغل. كنت تحترموا راسكم كون غيحترموكم الناس، ولكن الناس ملي ما كيحترمش راسو ما كاينش اللي غادي يحترمه. حيت العافيه دائما ملي هذا كتجي من الفم ديال الانسان، وفمكم نتوما خانز، فمكم ما كيصلحش، فمكم ما كيقولش شي كلمه زوينه، الفم ديالكم ما نعرف كاع مناش مصنوعين نتوما. واش كما نيت داكشي اللي كان قال عليكم هذاك البرلماني التركي اللي قال لكم ندموا اللي باعوكم لفرنسا، وفكركم حتى بايامات اللي كنتو عابد ديال اسبانيا وحرركم بربروس، وانتم كتقولوا بربروس ديالكم، هو بربروس راه تركي عثماني. المهم الله يعاون.